Voyons maintenant les jugements, qui sont des supports, les supports des argumentations. Une argumentation se compose de plusieurs jugements. La conclusion est un jugement. Les arguments sont composés de un ou plusieurs jugements. Alors, apprenons à reconnaître les jugements. Qu'est-ce qui est un jugement? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et ne surtout pas penser qu'un jugement, c'est une phrase qui commence de la majuscule jusqu'au point. Nous savons que nous sommes en présence d'un jugement lorsque nous pouvons identifier une unité d'information. Alors, quand on parle, on met plusieurs unités d'information dans nos phrases. Ça va mieux, c'est plus efficace, mais en même temps, dans une phrase, on peut dire plusieurs choses. Certains aspects peuvent être acceptables et certains bouts de la phrase peuvent être inacceptables. Alors, on ne peut pas juger d'une phrase au complet sans la découper en unités d'information. Donc, dans une phrase, de la majuscule jusqu'au point, on peut avoir de nombreux jugements. On peut avoir un jugement, c'est sûr, si je dis « le chat est sur le tapis ». J'ai donné une unité d'information. Mais il peut arriver, comme nous le verrons, qu'une phrase, de la majuscule au point, contienne 7 jugements différents qui pourraient être écrits en 7 phrases différentes. Donc, un jugement, une unité d'information. Et à chaque fois qu'on a une unité d'information, donc on apprend quelque chose, à chaque fois qu'on asserte quelque chose, c'est-à-dire que l'on affirme ou que l'on nie quelque chose, nous sommes en présence d'une unité d'information. Une unité d'information, on découpe ça, c'est un jugement. Un jugement est un énoncé écrit ou oral, par lequel on asserte quelque chose, c'est-à-dire par lequel on affirme ou on nie quelque chose. Les jugements sont les blocs qui servent à construire les argumentations. Je fais souvent l'analogie entre construire une argumentation avec des blocs qui sont les jugements et la logique, les liens d'inférence qui sont un peu comme le ciment entre les blocs ou entre les briques et les Legos. Donc, on peut faire des constructions de Lego très, très, très élaborées, des structures complètement capotées, mais il faut bien construire la structure parce qu'on aura beau avoir une belle tour, s'il y a des failles dans la structure, si les Legos, si les blocs sont pas bien agencés, eh bien, la structure peut casser, peut tomber, elle peut perdre l'équilibre. Donc, une structure de Lego, ça se planifie, ça se construit avec des blocs. Eh bien, c'est la même chose pour les argumentations. Une argumentation peut tenir en 3 phrases, même en une phrase, qui est composée de 2 jugements dans une phrase, dont une unité d'information est un jugement de conclusion, et l'autre unité d'information est la prémisse, qui est l'argument. Si je vous dis « Je ne devrais pas manger des frites parce que cela me donne des boutons ». J'ai une phrase. Je ne devrais pas manger des frites car cela me donne des boutons. Mais si on y va et qu'on voit, eh bien, je ne devrais pas manger des frites, c'est un jugement de prescripteur, je ne devrais pas manger des frites. Pourquoi tu dis ça? C'est ma conclusion. Car, explication, donc argument, car cela me donne des boutons. Pourquoi tu dis que tu ne devrais pas manger des frites? Parce que ça me donne des boutons. Une argumentation peut être très simple, elle peut tenir en une phrase avec 2 jugements, un jugement de conclusion, un jugement qui est la prémisse, qui est elle-même un argument, ou une argumentation peut être extrêmement élaborée, même dans l'œuvre de toute une vie, en plusieurs tomes. Par exemple, des auteurs vont soutenir leur point de vue. Alors, souvent, il y a une thèse principale dans un livre et l'ensemble du livre est le détail. Donc, on a finalement des milliers et je dirais des centaines de milliers de jugements différents qui, combinés ensemble, constituent une argumentation. Alors, tout comme les structures de Lego qui peuvent être super simples avec 3-4 Lego, ou il y en a qui construisent les vaisseaux de Star Wars, là, puis c'est gigantesque, ou toute autre construction de votre cru, eh bien, c'est infini. Chaque jugement est un bloc et on agence les blocs. Il faut essayer de le faire bien, mais il n'y a pas de limite aux argumentations, à la quantité de jugements qu'on peut agencer ensemble. Rappelons, dans une argumentation, tant les prémices que la conclusion sont des jugements. Et un jugement est une unité d'information. Attention, tout énoncé n'est pas un jugement. Alors, il est possible que nous formulions des énoncés, qu'on dise des phrases, et que pourtant, il ne s'agisse d'aucun jugement, qu'il n'y ait aucune unité d'information dans notre énoncé, dans notre phrase. Par exemple, si je vous dis cet énoncé
Va-t'en! Est-ce qu'on a une unité d'information? Est-ce qu'on affirme quelque chose ou est-ce qu'on nie quelque chose? Non. Nous sommes dans un énoncé impératif, on donne un ordre, mais on ne donne pas une unité d'information. Si on pose une question, si nous y allons avec un énoncé interrogatif, alors dans une question, c'est un énoncé, c'est une phrase complète, et pourtant, nous n'affirmons ou nous nions absolument rien. Donc, quelle heure est-il? Ou fait-il beau dehors? Sont des exemples d'énoncés qui ne sont pas des jugements. Nous avons une phrase complète qui pourtant n'affirme ou ne nie rien. Ces énoncés impératifs ou interrogatifs ne sont pas des jugements car rien n'y est affirmé ou nié. Cependant, est-ce parce que vous allez repérer une question ou un énoncé impératif que vous allez dire « Oh, il n'y a pas de jugement là-dedans? Je passe à côté, je ne l'inclus pas dans mon schéma, dans mon argumentation, dans l'analyse que je fais de l'argumentation? » Non, car il y a des jugements implicites qui peuvent se cacher dans des énoncés interrogatifs ou impératifs. Voyons voir le cas de figure suivant. Je vais vous poser une simple question. Avez-vous, oui ou non, cessé de battre vos enfants? Eh bien, quelle que soit la réponse, que vous répondiez oui, j'ai cessé de battre mes enfants, ou je réponds non, je n'ai pas cessé de battre mes enfants, il y a une unité d'information qui est là, qui est « je bats mes enfants » ou « je battais mes enfants ». Alors ici, dans une question se cache un énoncé, un jugement, une unité d'information qui est logée là, qui est une affirmation cachée. Par exemple, au tribunal, les avocats, etc., vont jouer beaucoup avec ça. Donc, ils posent des questions aux témoins et c'est des questions pièges parce que dans le fond, on se trouve obligé de reconnaître quelque chose. Alors, pour s'en sortir, il faut dire « Wow, vous me posez une question, là, vous me posez une question qui me fait dire de la réponse, vous insinuez quelque chose dans votre question. » Parce que de la façon dont vous la posez, vous affirmez que je bats mes enfants. Or, c'est faux. Arrête de me battre est un énoncé impératif. Donc, c'est un ordre. Mais dans cet ordre, il y a une unité d'information. C'est que je me fais battre ou que la personne me bat. Donc, il y a des unités d'information cachées, possiblement, dans les énoncés interrogatifs ou impératif. Alors, il ne faut pas y aller comme au détecteur. Ah, j'ai une phrase de la majuscule au point, puis je coupe mes jugements, là. Non, il peut y avoir plusieurs jugements dans une même phrase. Et il ne faut pas aller à la reconnaissance. Ah, j'ai un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Et donc, ça, c'est des énoncés interrogatifs et impératifs et il n'y a pas de jugement là-dedans. Non, il peut y avoir de l'implicite. Donc, il faut vraiment utiliser votre jugement. Il faut vraiment être intelligent et pas se laisser berner par les différentes formes que peut prendre le langage. Voyons voir maintenant qu'un énoncé peut contenir plusieurs jugements. Alors, la phrase de la majuscule au point, je ne le répéterai jamais assez parce que vous avez envie, quand vous avez une petite argumentation, un petit bloc de texte, et que je vais vous demander de séparer, d'identifier les différents jugements pour pouvoir faire le schéma par la suite, eh bien, vous êtes vraiment tenté, OK? Puis des fois, ça marche, là, d'y aller par phrase. Bon, ben, premier jugement, première phrase, deuxième jugement. Alors, je le répéterai jamais assez. Vous devez vraiment analyser la phrase pour savoir il y a combien de choses qui sont affirmées ou niées dans cette phrase. Et il faut séparer les unités d'information. C'est difficile au début, mais ensuite on devient bon, on les reconnaît. Faisons maintenant un petit jeu. Dans cette phrase, la phrase est longue, combien de jugements pouvez-vous trouver dans cet énoncé? Mary Wollstonecraft, une célèbre philosophe féministe anglaise, fut la mère de Mary Shelley, qui est l'auteur du magnifique roman Frankenstein. Vous avez une phrase de la majuscule au point. Combien d'unités d'information, autrement dit, combien de phrases complètes seriez-vous capable de construire à partir de cette seule phrase? Si vous arrivez à 7 jugements, vous avez la bonne réponse. Énumérons-les. Mary Wollstonecraft est célèbre. Mary Wollstonecraft est une philosophe. Mary Wollstonecraft est féministe. Mary Wollstonecraft est anglaise. Juste là, on a 4 unités d'information. Mary Wollstonecraft fut la mère de Mary Shelley.
Hein? Une telle est la mère d'une telle. Unité d'information. Mary Shelley est l'auteur du roman Frankenstein. Et le roman Frankenstein est magnifique. Alors, dans une seule phrase, on a 7 jugements. Vous allez devoir, dans les exercices, vous pratiquer à le faire parce que, admettons que, je vous demande, est-ce que ce jugement est acceptable? Si vous dites, tout ça constitue le jugement 1, un seul jugement. Et je vous demande, est-ce que c'est acceptable, ça? Eh bien là, ça devient compliqué parce qu'il faut vérifier chaque unité. Admettons que Mary Wollstonecraft est célèbre, philosophe, féministe, anglaise, qu'elle est la mère de Mary Shelley, que tout ça est acceptable et que Mary Shelley est l'auteur du roman Frankenstein. Que tout ça est vrai, mais que vous n'êtes pas d'accord pour dire que ça, c'est pas acceptable, admettons, de dire que le roman Frankenstein est magnifique. Alors, pour une unité d'information, vous seriez obligé d'éliminer tout ce bloc tout ce jugement. Donc, ce qu'on fait, plutôt que de traiter les choses en paquets, de mettre tout dans un tapon, on essaie de séparer les affaires pour dire « Oui, elle est célèbre, elle est philosophe, j'ai vérifié sur Wikipédia, vous pouvez tout vérifier ça. Effectivement, ça va marcher. » Et là, admettons, il nous reste notre objet. Est-ce que le roman Frankenstein est vraiment magnifique? Eh bien, pour ceux qui l'ont lu, je vous le recommande vivement d'ailleurs, c'est effectivement un magnifique roman. Et pensez pas qu'on est dans la caricature de l'espèce de monstre là en bande dessinée. C'est extrêmement profond. C'est une réflexion philosophique fantastique, Frankenstein, sur est-ce qu'il y a des limites à ce que l'humain peut faire avec la science et la technologie, par exemple ici, pour créer la vie ou faire revivre les morts? Donc, c'est des questions vraiment fondamentales qui sont posées là. Et Mary Shelley, qui a écrit ça dans une nuit d'orage, dans un château, donc qui a mis son jet d'idées, elle l'a travaillé sur plusieurs années par la suite, elle a peaufiné son roman, mais le jet, l'idée de Frankenstein est sorti en une nuit, dans un concours avec ses amis. D'ailleurs, il y a eu aussi Dracula qui est sorti dans le même... C'est un ami pendant la même nuit d'orage dans un château, hein, c'est pour dire. Il s'était fait un trip littéraire, là. Ah ouais, on essaie de faire une histoire. Une nouvelle, on imagine une nouvelle. Eh bien, le résultat est vraiment fantastique. Et si ça vous intéresse, Mary Shelley, Frankenstein, ça vaut la peine de le lire sur la quête de l'être humain, de maîtriser les puissances de la vie, de la mort, de défier la mort. Et est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Bien, ça, je vous laisse lire le livre pour découvrir la position de Mary Shelley là-dessus. Et je vous dirais qu'elle n'a pas tant de positions elle soulève beaucoup de questionnements. Et ça serait un bon matière à réflexion à faire, mais dans un cours philo 2 là, sur l'être humain. On pourra peut-être y revenir dans un autre contexte. Tout ça pour dire que oui, moi j'accepte que le roman Frankenstein est magnifique, mais pour pouvoir se démêler, donc il faudrait séparer, alors si on y va, alors il faudrait pouvoir identifier tous les jugements différemment, les écrire, les énoncer et les numéroter. 1, 2, 3, entre parenthèses, 4, 5, 6, 7, etc. Donc, on aurait ici 7 unités d'information numérotées. On se fait une petite légende, on réécrit nos jugements, et ensuite, ben là, on verra, on pourra les placer dans le schéma, parce que c'est pas tout pourquoi on trouve les jugements. Le nombre de jugements et qu'on les numérote pour se faire une légende, pour ensuite faire un petit schéma, un dessin, pour pouvoir voir l'argumentation, pour voir sa forme et faire comme un radiologiste, et voir chaque détail, chaque os, comme quand on regarde dans une radiographie, quand on va se faire une radiographie, eh bien là, on est capable de dire « Ah ah! Voilà le problème, on met le doigt sur le bobo, la fracture est drette là, puis là, on sait exactement. » Alors, c'est la même chose avec les argumentations. On a un texte, on a un paragraphe, ouf, on a ça, c'est dur à dire, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Ah, j'ai quelque chose qui va pas. Mais là, quand on passe à la radiographie, eh bien, on voit à l'intérieur la structure, le squelette, les liens, on voit tout. Et on est capable de dire « Ah, non, parfait, tout est beau, tout se tient, c'est parfait, vous pouvez retourner chez vous. » Ou encore dire « Oui, effectivement, il y a une petite faille ici, vous avez 2-3 petites fractures, puis en faisant ça et ça, ben on va être capable de corriger, ou il n'y a rien à faire, vous êtes fracturé, vous allez vivre avec ça pour le reste de vos jours. » Une argumentation se représente dans un schéma avec une légende, avec énoncé et numéroté chaque jugement qui constitue les prémices, qui constitue les arguments
au soutien de la conclusion. Et ce n'est qu'en refaisant ce schéma qu'on va être capable de vraiment être systématique et pouvoir précisément dire pourquoi ça tient ou pourquoi ça ne tient pas. Les jugements peuvent être seuls ou combinés ensemble pour former les arguments qui vont soutenir la conclusion. Il y a 3 formes de base pour un argument. Les jugements peuvent ainsi être indépendants, liés ou en enfilade. Forme de base numéro 1, nous sommes en présence d'un jugement indépendant. Alors ici, nous avons un jugement qui constitue à lui seul une raison de soutenir la conclusion. Oui, la conclusion est toujours un jugement. Cependant, nous déterminons, nous trouvons, nous identifions quelle est la conclusion, mais on ne s'occupera en fait jamais de la conclusion en elle-même. Quand on veut analyser une argumentation, on va toujours regarder ce qui soutient la conclusion. Alors là, la conclusion, êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec? On s'en fout pour ce qui est de l'analyse, de l'argumentation. On va vraiment analyser ce qui est au-dessus. On appelle jugement indépendant un jugement qui constitue à lui seul un élément de preuve dans l'esprit de l'auteur de l'argumentation. Plusieurs jugements indépendants soutenant la même conclusion constituent un raisonnement convergent. Vous vous souvenez, les raisonnements convergents, c'est quand nous donnons plusieurs raisons différentes, plusieurs arguments différents de soutenir une argumentation. Dans le film 12 hommes en colère, il y avait plusieurs raisons différentes que les jurés énonçaient pour dire que l'accusé était coupable. Et finalement, le travail qui a été fait, d'abord grâce à l'initiative du jury numéro 8, et ensuite avec la collaboration de tous les autres jurés qui se sont mis à travailler avec le groupe, comme vous avez pu le voir, eh bien, ils ont mis à l'épreuve chacun de ces arguments, chacun de ces arguments, de ce raisonnement convergent, si bien que finalement, après analyse, et il a fallu fouiller dans la mémoire, il a fallu aller chercher les savoirs expérientiels, eh bien finalement, il n'y avait plus un seul argument qui tenait pour enlever le doute sur le fait que l'accusé était véritablement coupable. Donc, les jurés avaient plus de raison, il n'y avait plus grand-chose qui tenait, et ils ont eu un doute valable. Dans les raisonnements convergents, on pense que plus on empile de raisons, plus on a de force pour entraîner la conclusion. En fait, il ne faudrait vraiment pas faire l'erreur, c'est précisément ce que le film 12 hommes en colère nous montre. On a beau empiler toutes sortes de raisons, mais si ces raisons ne sont pas fortes, si elles ne résistent pas à l'examen critique, en fait, ce n'est pas une argumentation solide du tout. Alors, si même on analyse l'argumentation, le raisonnement convergent ici à 3 arguments, et qu'on se rend compte que pour toutes sortes de raisons, par exemple, la prémisse 2 n'est pas acceptable, et le lien d'inférence 3 n'est pas acceptable. Ce que ça fait, on a analysé, qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme finalement disparaître. C'est comme s'il n'y avait plus rien. Donc, quand on a énoncé des arguments, mais qu'ils ne tiennent pas, et on verra plus tard l'acceptabilité et la suffisance, c'est comme si tout simplement, il n'y avait rien qui tenait à la conclusion. On les effacera pas là, parce qu'on met nos X puis on veut se comprendre, mais c'est comme s'ils étaient effacés. Toutefois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un seul jugement indépendant peut faire tenir une conclusion. Si, par exemple, dans le film 12 hommes en colère, à la toute fin, il n'y avait pas eu l'histoire des traces sur le nez de la madame, de la témoin oculaire, et qu'elle avait eu ses lunettes, ou en fait qu'elle ne portait pas de lunettes et qu'elle avait vu, eh bien, il serait resté un seul argument, les lunettes, et c'est l'argument que le banquier, le monsieur avec les petites lunettes rondes, sur lequel lui s'accrochait. Et donc, il restait tout au long de la discussion en disant qu'il était coupable, non pas parce qu'il avait des préjugés, non pas parce qu'il voulait qu'il le faire payer pour se venger personnellement comme l'autre de son fils. Il votait coupable parce qu'il restait un argument qui tenait. Eh bien, s'il n'y avait pas eu cette histoire de lunettes qui avait remis en cause la crédibilité du témoin par rapport à son observation, eh bien, le jury aurait été pas mal contraint de déclarer l'accusé coupable parce qu'en fait, ça faisait pas de doute. Elle avait vu et l'avait reconnu, etc. Un seul argument
peut être suffisant et fort pour tenir une conclusion. On n'a besoin que d'un seul argument, un seul jugement acceptable et suffisant pour faire accepter une conclusion. Cependant, dans le cas de 12 hommes en colère, eh bien, il y a eu le problème avec les lunettes, donc ce n'était pas assez fort pour envoyer le jeune homme à la chaise électrique. Deuxième forme de base, on dit les jugements liés. On appelle jugements liés des jugements qui, pris ensemble, constituent un seul élément de preuve dans l'esprit de l'auteur de l'argumentation. Vous avez donc le symbole plus qui représente la jonction entre les jugements. C'est ça qui fait en sorte qu'ils sont pris ensemble. Alors, pris ensemble, puis on pourra en ajouter, OK? On pourrait mettre autant de plus qu'on veut et allonger la ligne. Pris ensemble, ces jugements-là constituent un seul argument. Séparés, ils ne sont pas complets pour être un argument. Contrairement au jugement indépendant, le jugement indépendant, lui, à lui seul, est une raison qui soutient la conclusion. Ici, dans les jugements liés, on a besoin de les mettre ensemble pour donner notre argument. On a donc besoin, c'est un argument qui est composé de 2 unités d'information. Alors, dans ce cas de figure, si dans les jugements liés, si un seul des jugements liés est inacceptable, c'est tout l'argument qui tombe. Ainsi donc, si par exemple le jugement numéro 2 tombe, alors ce qui est représenté quand ça tombe, en fait, la conclusion n'est plus soutenue par rien. Troisième forme de base, nous appelons ça des jugements en enfilade. On appelle jugement en enfilade un jugement qui soutient un autre jugement qui, lui, soutient la conclusion. Donc, nous avons toujours notre conclusion qui est soutenue par un jugement. Et l'autre jugement, il n'est pas une autre raison qui soutient la conclusion. OK? C'est pas ça. Au contraire, le jugement d'en haut, lui, il soutient le jugement numéro 1. C'est ainsi que le jugement numéro 1, qui est un argument indépendant qui soutient la conclusion, est lui-même une conclusion intermédiaire. Vous avez donc le jugement numéro 2, qui est un argument indépendant qui soutient le jugement numéro 1, qui est un argument indépendant qui soutient la conclusion. Vous allez savoir que vous avez changé d'étage. Donc, que vous mettez que le jugement est à l'étage supérieur parce qu'il est la réponse à la question « Pourquoi tu dis cela ?» à propos du jugement du bas. Illustrons quelque peu ceci. Alors, le jugement numéro 2 est la réponse. Donc, et la réponse, si on pose la question « Pourquoi tu dis cela, le jugement numéro 1? » Alors, pourquoi tu dis ça? L'énoncé 1. Eh bien, pour vérifier si vous avez bien positionné vos jugements, le jugement numéro 2 est la réponse à la question. Pourquoi tu dis cela? Jugement numéro 1? Eh bien, parce que, et là, l'énoncé du jugement numéro 2 devrait être la réponse, parce que, ceci, à la question, pourquoi tu dis cela? Le jugement numéro 1. Ceci vous apparaît probablement flou et complexe parce que c'est moi qui parle et c'est moi qui écris et c'est pas vous qui êtes au travail. Quand vous allez vous mettre au travail, dans les exercices et les entraînements, vous allez voir, ça va se placer. Faites-moi confiance. Enfin, vous avez remarqué, il s'agit de jugements indépendants qui sont situés à des niveaux différents de l'argumentation. Dans le cadre de vos rédactions, que ce soit en philosophie, en français ou même dans un travail, vous pourriez avoir, on va vous demander de donner des arguments principaux et de donner des arguments secondaires, et puis en fait, il n'y a pas de limite, il pourrait y avoir des arguments tertiaires, quaternaires, etc. Eh bien, les jugements en enfilade sont l'enchaînement d'un argument, d'une conclusion soutenue par un argument principal, qui lui-même est soutenu par un argument secondaire. Ça fait partie des formes que vous allez devoir faire dans la dissertation finale. Pour en revenir au cas de figure, qu'arrive-t-il à l'argumentation? Est-ce qu'elle tombe, est-ce qu'elle tient, si un jugement n'est pas bon? Alors, si par exemple le jugement numéro 2 n'est pas acceptable, ça fait tout simplement disparaître ce jugement. Alors, si le jugement numéro 1 est lui-même acceptable et que le lien est suffisant pour soutenir la conclusion, eh bien, nous avons une argumentation qui tient. C'est pas parce qu'on a ici le jugement numéro 2 peut être, donc l'argument secondaire peut être pas bon, mais ça n'invalide pas pour autant l'argument principal. C'est juste que l'argument principal, 1, n'est pas soutenu par rien, mais c'est pas nécessaire pour dire qu'il soit acceptable et suffisant. Alors, avec ces 3 formes, les jugements indépendants, liés et en enfilade, il n'y a tout simplement pas de limite.
Et dans le cadre du cours, on va travailler dans les exercices qui vont compter, dans le test, je veux dire, dans les tests, on va travailler avec des maximum 3 jugements, donc soit 2 jugements liés ou indépendants ou en enfilade, mais il faut savoir que c'est à l'infini. Et dans les cours de logique, en philosophie, si jamais vous allez en philosophie à l'université ou que vous avez des cours de logique, eh bien, tout ça, ça peut aller à l'infini. Et nous, on faisait des travaux, je vous le dis pas, on faisait 2 pages, mettons, on analysait 2 pages de texte philosophique, il fallait reconstituer l'argumentation, faire le schéma. Eh bien, c'était des centaines de jugements qu'il fallait qu'on replace comme ça, et ça faisait vraiment un arbre, et c'est pour ça que ceci s'appelle un schéma en arbre. Donc, quand vient le temps d'analyser une argumentation, on la met en radiographie. Alors, ça correspond avec une légende. Chaque jugement serait écrit. Donc, vous avez votre schéma qui est avec une légende. Chaque jugement est énoncé clairement. Et là, vous êtes capable, c'est là que vous avez la radiographie. Alors, par exemple, vous pourriez dire ça tient pas. Alors, finalement, tout ça tombe. Le jugement 8 n'est pas acceptable. Donc, ce que ça veut dire, ça a beau être vrai, ça a beau être vrai, mais si lui n'est pas acceptable, c'est un jugement lié, donc cet argument-là tombe. Alors, donc comme ça, vous avez la méthode systématique, vous avez le cadre pour être systématique et analyser chaque élément. Voyons voir ça de manière justement un peu plus systématique. Alors, on se rappelle, chaque numéro d'un schéma correspond à un jugement qui compose un argument, soit en lui-même, s'il est indépendant, ou avec d'autres, s'il est lié. Alors, vous voyez apparaître tous les jugements. Chaque jugement est une unité d'information. Chaque flèche correspond au lien d'inférence entre l'argument et sa conclusion. Donc, vous allez passer au crible chacun des jugements et vous allez, s'ils tiennent, vous les laissez comme ça, et s'ils ne tiennent pas, vous mettez un X sur le jugement. Ensuite, vous allez vérifier chaque flèche. La flèche, c'est le lien d'inférence. C'est le lien logique. Alors là, la flèche, elle ne correspond pas à un énoncé. Elle correspond au lien entre le jugement d'argument, entre l'argument et sa conclusion. Et ça, c'est la logique. Et ça, c'est la tâche probablement la plus abstraite que vous allez faire. Les cerveaux vont chauffer, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on se développe. Vous montez aucune montagne sans chauffer, c'est la même chose avec l'analyse de l'argumentation. Enfin, l'argumentation, qu'est-ce qu'on appelle l'argumentation? Ça correspond à l'ensemble du schéma qui comprend tous les jugements qui composent les arguments ainsi que la conclusion. Avec ceci, vous êtes mûrs pour un bon entraînement et que ça chauffe.